Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cactus, le média sans obédience qui décrypte les grands sujets qui animent le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série vidéo sur le métaverse en recevant Thibaut Mathieu, fondateur de Wilkins Avenue AR, une entreprise qui propose de nouvelles expériences clients dans le métaverse. L'objectif de cette vidéo est de comprendre, d'appréhender les opportunités qui s'offrent aux entreprises dans ce métaverse. Avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, votre soutien nous est essentiel. D'être aujourd'hui avec nous sur Cactus. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Avec plaisir. Je m'appelle Thibaut Mathieu, je suis le fondateur de Wilkins Avenue AR. On crée des contenus en réalité augmentée pour les grandes marques. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Aujourd'hui, nous allons donc parler du métaverse. Nous ne sommes qu'au début, aux prémices de cette innovation. Il est encore difficile d'en donner une définition exacte. Pour vous, quelle serait-elle ? Alors effectivement, métaverse, ça peut à la fois vouloir dire tout et n'importe quoi. Chacun a sa propre définition du métaverse. Pour moi, ça veut dire un Internet en 3 dimensions. Ça veut dire passer d'une page web en 2D à la spatialisation de toutes les informations. Pouvoir jouer avec les différentes informations que vous pouvez faire sur un Internet classique, mais dans l'espace qui va être tout autour de vous. C'est ça le métaverse. Comment vous est venue l'idée de lancer un business dans le métaverse ? Alors, moi, je viens plutôt du monde du divertissement. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets depuis pas mal d'années. Ce qui m'a beaucoup intéressé avec le métaverse, c'est les nouvelles possibilités de storytelling, les nouvelles possibilités de divertissement immersif. Le fait de pouvoir jouer avec la 3D, de pouvoir créer des mondes complètement imaginaires, ça forcément c'est aussi une nouvelle manière de raconter des histoires. Et c'est ça qui m'a plu dans le fait de monter un business sur ces nouveaux sujets assez innovants. Et justement, est-ce que c'est un marché qui est difficile à pénétrer ? Alors, on est vraiment au début de ce qu'on appelle le métaverse. Il y a beaucoup de startups, beaucoup de studios qui se sont lancés. On a eu un gros phénomène de hype il y a quelques mois, qui est un petit peu en train de redescendre. Donc, je dirais que c'est pas forcément difficile de se lancer. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir perdurer, de pouvoir vendre ces solutions, de pouvoir trouver des clients, trouver des utilisateurs, parce que, encore une fois, on est tous en train d'explorer ces sujets-là. La page, elle est complètement vierge, complètement blanche pour l'instant. Donc, je pense que c'est des sujets qu'on est tous en train de dégrossir ensemble. Toutes les startups, toutes les studios, toutes les grandes entreprises de tech, pour pouvoir construire ensemble le futur de ces univers immersifs. Merci pour cette réponse Thibaut. Vous parliez du côté immersif du métaverse, pourtant il est simplement accessible à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et pour être immersif, il repose sur 2 technologies, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Vous avez fait le choix dans votre entreprise de cette première technologie qui est la réalité augmentée. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, déjà, il faut effectivement bien distinguer ces 2 concepts, réalité virtuelle, réalité augmentée, qui reposent tous les 2 sur la 3D. La réalité virtuelle, c'est être soi-même téléporté dans un monde complètement imaginaire. La réalité augmentée, c'est de téléporter des éléments imaginaires dans votre réalité à vous. Donc effectivement, nous, on fait le pari de la réalité augmentée, ou ce qu'on appelle nous le métaverse du monde réel, parce que je pense tout simplement que la réalité telle qu'on la connaît a encore de beaux jours devant elle, que le principe de métaverse à la Ready Player One peut avoir, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, un côté assez cauchemardesque, et que nous, vraiment tout le pari qu'on fait, c'est de ne pas couper les utilisateurs du monde réel, mais d'enrichir ce monde réel. Donc nous, on fait beaucoup d'expériences en point de vente, par exemple, pour des marques. On vient enrichir la scénographie physique,
les boutiques, les produits, en y apportant une couche de digital en plus qui vient se superposer sur le monde réel. Voilà, c'est effectivement ce pari qu'on fait parce que je pense que l'avenir, il est vraiment dans cette combinaison entre le physique et le digital. Pas uniquement dans le full digital, mais il est certain que, vous parliez tout à l'heure des devices, des équipements qui permettent d'accéder à ces mondes virtuels ou à ces univers virtuels. Il faut aussi penser, bien sûr, aux lunettes de réalité virtuelle et aux lunettes de réalité augmentée, et demain aux lentilles. Et ces deux concepts seront amenés à fusionner plus tard dans ce qu'on appelle la réalité étendue, où vous pourrez passer, comme vous le voudrez, d'un monde augmenté à un monde complètement virtuel. Et c'est justement sur ces concepts que sont en train de travailler des géants comme Apple, par exemple. Vous venez d'évoquer la digitalisation des points de vente. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de votre solution ? Oui, tout à fait. Donc nous, on est un studio de création d'expériences en réalité augmentée pour les marques de retail. Donc on travaille avec pas mal de grandes marques comme Lancôme, L'Oréal, Maybelline, Tissot, mais aussi Meta et Snap, dont on est partenaire. Et ce qu'on propose, c'est des expériences. C'est, encore une fois, comme je le disais, de pouvoir réinventer la réalité, de pouvoir enchanter une expérience que vous pouvez avoir en boutique en y ajoutant des éléments de contenu 3D pour pouvoir, par exemple, si vous allez à la boutique du flagship store de Lancôme sur les Champs-Élysées, découvrir la boutique comme vous ne l'avez jamais vue, avec des fleurs qui poussent tout autour de vous, avec des portails qui s'ouvrent, avec des guides virtuels qui vont vous accompagner tout au long de l'expérience. Voilà, c'est ce type d'expérience qu'on propose qui vous permettent à la fois de garder un lien avec l'espace physique et de garder aussi un lien avec les produits physiques. Seulement, ces produits sont augmentés, agrémentés de contenus 3D qui vont vous donner plus d'informations sur les produits et puis qui vont vous embarquer dans une histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'a toujours passionné, c'est de pouvoir raconter des histoires, encore une fois, et je pense que la réalité augmentée ou le métaverse du monde réel peut être une nouvelle manière pour les marques de raconter des histoires à leurs clients. Alors justement, touche du doigt l'intérêt pour les marques de proposer cette expérience dans le métaverse. Mais concrètement, sur le plan business, y a-t-il un vrai intérêt pour elles ? Et surtout, pourquoi le consommateur lambda préférerait-il l'expérience du métaverse à une expérience traditionnelle ? Alors, je pense qu'il ne faut pas forcément penser, encore une fois, en métaverse versus expérience traditionnelle. Je pense vraiment que les deux, et c'est ce que nous on propose chez Wilkins Avenue AR, peuvent se fusionner, peuvent se combiner. Et qu'on peut tout à fait allier expérience métaverse et expérience traditionnelle en point de vente. Au final, c'est juste un parcours. Le e-commerce n'a jamais tué le retail physique. Et donc je pense que si on pense au métaverse comme un nouvel Internet, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. L'intérêt business pour les marques, il est multiple. Le premier gros intérêt, il est de pouvoir adresser des nouvelles générations de consommateurs. Ce qu'on appelle les Gen Z, des consommateurs qui ont en gros entre 14 et 25 ans, ont des nouvelles manières de consommer. Ils vont consommer des produits qui sont plus digitaux maintenant, des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de se représenter, de se projeter aussi dans les mondes digitaux. Donc ça passe par les avatars et la façon dont on les customise. Donc l'intérêt, il est vraiment de pouvoir toucher et adresser cette nouvelle cible. Il est aussi, il ne faut pas se mentir, de projeter une image d'innovation, de pionnier, avec encore une fois toute cette grosse tendance qu'il y a eu ces derniers mois. Il y a beaucoup de marques qui ont tout intérêt à se positionner comme faisant partie des premières à s'être lancées sur le métaverse ou à créer son propre métaverse. Et c'est là-dessus effectivement qu'on peut aussi nous les aider. Et justement, en évoluant dans ce marché, est-ce que vous voyez des évolutions de la part du marché, tout simplement ? Et est-ce que vous pensez que les entreprises commencent réellement à s'intéresser à ces opportunités business ? Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui lancent des initiatives dans des mondes virtuels.
Il y a eu un point de bascule, c'est le Covid. Le Covid, quand on était tous confinés chez nous, a fait que les Gen Z dont j'ai parlé se sont tous retrouvés sur Fortnite, sur Animal Crossing, sur Decentraland, sur Sandbox, sur Roblox et d'autres. Et donc les chiffres d'utilisation de ces mondes ont explosé. Et puis, bien entendu, il y a eu le changement de nom de Facebook en Meta, qui fait que ça montrait de manière très tangible et avec un vrai investissement financier derrière, à quel point le métaverse était sinon une réalité actuelle, mais au moins une réalité future. Parce qu'à partir du moment où Meta investit autant d'argent, c'est pour construire quelque chose. Et ils ne sont pas les seuls. Google, Amazon, Disney, toutes ces grandes marques souhaitent s'investir dans ces nouveaux univers et donc en y mettant aussi beaucoup d'argent. Voilà. Et justement, vous avez cité des très grands noms, Meta en tête, mais aussi Amazon. Mais y a-t-il un profil type ou d'autres profils d'entreprises qui s'investissent sur le marché du métaverse? Oui, et je pense qu'il faut distinguer, à mon avis, 3 typologies d'entreprises sur ces secteurs clés. Le premier, c'est effectivement les GAFA. Elles ont toutes pour objectif de conquérir ces marchés. C'est évident, tout le monde le sait, encore une fois, Meta en tête. Mais Apple est la prochaine grande entreprise de tech à lancer ses futures lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc c'est aussi des sujets qu'ils ont d'ailleurs commencé à beaucoup travailler sur ces dernières années. Donc grosse entreprise de tech. Il y a aussi toutes les entreprises qui sont des grosses startups ou des métavers existants, des Roblox, des Zepeto, des Decentraland, des Sandbox. Toutes ces entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs actifs par jour, par mois, qui commencent à générer de l'argent. Et puis la troisième typologie d'acteurs, c'est des startups de taille un peu plus modeste qui cherchent à explorer ce marché, à lancer des nouveaux produits, des nouveaux types de transactions dans ces métaverses, des nouveaux outils qui vont vous permettre soit si vous êtes une marque, de modéliser vos objets, votre catalogue de produits en 3D pour les intégrer dans les métaverses, ou de créer des avatars qui sont interopérables et qui peuvent aller d'un métavers à un autre. Voilà, toutes ces entreprises qui commencent aussi à bien marcher et à lever beaucoup d'argent sont partie prenante de cet écosystème. Et tous les GAFAM sont des entreprises américaines. Comment se positionne la France justement sur ce nouveau marché émergent? Alors effectivement, côté grosse entreprise de tech, elles sont toutes américaines. On a aussi ByteDance et TikTok qui sont aussi beaucoup en train de se positionner sur ces secteurs. Zepeto, c'est pareil, c'est une entreprise asiatique. Côté français, on a, je pense, une double chance. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements qui partent dans la culture, via le plan France Relance, via les aides du CNC, etc. Donc, on a accès à la possibilité d'avoir des financements et de produire des belles expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de métaverse. Et là, je dois dire que les institutions françaises souhaitent vraiment s'emparer de ce sujet-là. Et ça a été beaucoup communiqué, notamment par le ministère de la Culture. Ça, c'est pour le côté culture, mais il y a aussi le côté innovation et technologie, où il y a une vraie ambition, notamment de la part du gouvernement, de pouvoir prendre à bras-le-corps ces sujets-là et de faire en sorte que la France devienne un des leaders du métaverse
sur les années à venir. Et ça, ça passe par des aides notamment de BPI, un écosystème d'accès à l'investissement, notamment pour des startups comme la nôtre, où on peut avoir accès à des investisseurs qui sont beaucoup plus dynamiques qu'il y a quelques années. Et donc tout ça, ça participe, je pense, de ce dynamisme, de cet écosystème qui fait que, sincèrement, on est, je pense, parmi les mieux placés là, en tout cas en Europe, pour pouvoir devenir une nation leader dans le métaverse. Je reviens juste un peu en arrière. Nous avons évoqué les GAFAM qui investissent des sommes qui sont colossales, qui se comptent en milliards de dollars annuels. Y a-t-il déjà des entreprises qui sont rentables ? Alors, je peux parler pour nous. Nous, oui, on est d'ores et déjà rentable. Les grandes entreprises comme Meta, qui a investi près de 36 milliards de dollars, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, pour l'instant, bien sûr, perdent de l'argent avec le métaverse, parce qu'on est au départ, qu'il y a beaucoup d'investissements qui doivent être générés pour notamment fournir ces mondes immersifs aux utilisateurs. Et quand vous voyez que là actuellement, l'achat de terrain sur des métaverses comme Sandbox par exemple représente sur les 12 derniers mois, tout confondu, près de 2 milliards de dollars. Donc il y a de l'argent qui est investi, il y a des utilisateurs, et après pour la rentabilité, ça se fait forcément sur le long terme, à partir du moment où tout le monde sera intégré dans ces univers virtuels. Mais comment compte-t-il justement se rémunérer et atteindre la rentabilité ? Quel est le modèle économique pour ces acteurs ? Le modèle économique, pour l'instant, il est basé principalement sur, comme je le disais, de l'achat de biens virtuels ou de terrains virtuels. Vous pouvez acheter dans Roblox des sacs à main Gucci qui coûtent plus cher que le vrai sac à main que vous pouvez acheter en boutique physique, ou de terrain. Et puis, donc, encore une fois, ça s'est basé plutôt sur le principe de la blockchain et des NFT avec les propres moyens de paiement du métavers sur lequel vous vous situez. Et puis, il y a bien sûr toutes les nouvelles opportunités que ça ouvre en termes de publicité, puisque vous avez un monde complètement ouvert et des nouveaux types de storytelling, des nouveaux types de divertissement et de pub qu'on peut proposer aux utilisateurs aussi. Vous venez d'évoquer Gucci, qui à l'instar de Nike a créé son propre métaverse. N'est-ce pas un frein au final à l'adoption de cette innovation ? Et les marques n'auraient-elles pas intérêt à s'unir et à se regrouper dans un même et unique métaverse ? Si, clairement. Pour l'instant, le principe d'un métaverse unique n'existe pas. Pour l'instant, on peut parler de différents métaverses. Encore une fois, on peut les reciter, c'est Zepeto, c'est Roblox, c'est Decentraland, c'est Sandbox, etc. Ça peut être Fortnite. Tout l'enjeu des prochaines années va être de créer un monde qui doit être unifié et interopérable surtout. Si on veut que ça devienne comme Internet, un univers complètement unifié et interopérable avec des protocoles standardisés. C'est le cas d'Internet avec l'HTTP. Cela veut-il dire que pour vous, il y a très peu de chances qu'un acteur émerge et se retrouve dans une situation de monopole ? Moi, je ne pense pas du tout qu'il y aura un monopole d'une entreprise sur un métaverse. Je pense vraiment que le métaverse sera, je peux avoir tort, mais constitué de plusieurs groupes, de plusieurs univers, et qu'on pourra très facilement passer de l'un à l'autre avec le même avatar, en dépensant des monnaies virtuelles dans un monde pour utiliser des objets virtuels dans un autre monde, que tout ça soit le plus interopérable possible. Et encore une fois, si on fait le parallèle avec l'Internet d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. On a un univers avec des protocoles standardisés, et c'est vraiment ça pour moi le métaverse. Alors justement, vous avez parlé des différentes monnaies virtuelles, etc. En quoi le métaverse va-t-il révolutionner les usages de consommation, les modes de consommation des personnes ? Je pense que le métaverse, c'est l'opportunité d'acheter des nouveaux produits qui n'existent pas aujourd'hui. Des produits complètement virtuels, ça peut être encore une fois soit des biens, soit des terrains, soit des expériences. Et ça peut être aussi une nouvelle manière
c'est ce qu'on fait nous beaucoup, de mettre en valeur des produits physiques, des produits existants. Le principe, encore une fois, grâce à la 3D, c'est que la seule limite, c'est notre imagination. Donc oui, nos modes de consommation, ils seront forcément complètement chamboulés par ces nouvelles possibilités créatives qui seront offertes par les métaverses. C'est intéressant Thibaut, car vous venez de parler de nouvelles expériences. Et le métaverse permet déjà de voyager n'importe où dans le monde et de visiter n'importe quel musée sans tenir compte des frontières et tout en réduisant l'empreinte carbone. Cela offre une opportunité au final à de nouveaux acteurs de disrupter le milieu du voyage. Voyez-vous d'autres domaines qui sont susceptibles d'être disruptés en profondeur par le métaverse ? Je pense vraiment que le métavers tel qu'on le rêve ou qu'on l'ambitionne a la possibilité de disrupter, même si j'aime pas trop ce mot, absolument tout. Et ça va, je parle beaucoup du divertissement parce que c'est un sujet qui m'intéresse. À la formation, on a déjà beaucoup de formations qui se font en réalité virtuelle. À la santé, de pouvoir opérer sur un patient en y projetant des images radiographiques ou holographiques en réalité augmentée. L'armée utilise aussi déjà beaucoup ce type de technologie. Donc je pense effectivement que tous nos modes de consommation et d'interaction entre nous seront, assez chamboulés. Pour autant, c'est très difficile de trouver des statistiques sur le nombre de personnes qui se rendent quotidiennement sur le métaverse. Est-ce que ces données sont peu communiquées parce que justement les statistiques ne sont pas bonnes ? Ça dépend des métaverses dont on parle. Il y a des chiffres qui sont très intéressants et encourageants. Roblox, par exemple, c'est 40 à 50 millions d'utilisateurs actifs par jour. C'est des utilisateurs qui update, c'est-à-dire qui mettent à jour leur avatar en modifiant les skins au moins une fois par mois, pour 80% d'entre eux pratiquement. Quand vous regardez, pour parler plus de réalité augmentée, les chiffres d'utilisation de Snapchat, c'est 250 millions d'utilisateurs qui utilisent la réalité augmentée sur la plateforme Snap par jour. Donc, c'est des chiffres qui prouvent qu'il y a à la fois un marché, surtout des utilisateurs qui connaissent déjà ces concepts et qui les pratiquent tous les jours. Donc oui, il y a clairement des utilisateurs et il y en aura forcément de plus en plus. Alors l'impression que j'ai à l'issue de mes recherches, c'est que ça reste des utilisateurs de niche, un marché de niche. Alors, comment pouvez-vous expliquer le désintérêt du grand public pour le métaverse ? Je pense qu'actuellement, quand on parle de métaverse, c'est encore trop associé à un univers de gamers de très très jeunes. Encore une fois, je vous ai donné les chiffres de Snapchat qui sont quand même assez importants sur la partie réalité augmentée, qui montrent que les utilisateurs ont déjà quand même d'une part les outils et la volonté d'utiliser ce type de technologie. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est surtout sur des mondes qui sont utilisés principalement par des populations très très jeunes, qui n'ont pas forcément toujours aussi un pouvoir d'achat extrêmement important, même si ce sont les consommateurs de demain. Et donc, c'est notre travail à nous aussi en tant que créateurs de proposer des expériences qui ne sont pas adaptées uniquement à des populations de gamers un peu geeks, mais vraiment plutôt au grand public. Et ça passe beaucoup par la démocratisation des outils aussi. Et donc pour vous, le temps d'adoption et le temps de démocratisation, c'est au final quelque chose qui est propre comme pour toute innovation. Oui, il est certain dans tous les cas que c'est ce qu'on appelle la courbe de Gartner, que vous connaissez certainement, cher Étienne, qui est qu'en fait, dans toute innovation, on a toujours
un pic des espérances exagérées au départ où tout le monde s'emballe, les investisseurs, les journalistes, les marques aussi. Et puis ça redescend aussi très, très, très rapidement pour ensuite se stabiliser. Je pense que là, sur les sujets de métaverse, on n'est pas loin d'atteindre le pic. Donc forcément, il va y avoir une courbe descendante, mais on l'a vu pour la réalité virtuelle, on l'a vu pour des tas d'autres technologies, le marché, il va se structurer, il va se stabiliser. Donc ce qu'il faut, c'est être résilient, c'est continuer à proposer des expériences dans lesquelles on croit, et puis continuer d'avoir le soutien de clients, de marques qui sont prêtes aussi, nous, à nous faire confiance sur ces sujets-là. Alors justement, j'aimerais bien qu'on parle des gros métaverses, des gros mondes virtuels comme celui de Sandbox, pour que nos spectateurs comprennent. Il s'agit d'un univers donc, où on peut acheter des parcelles, où on peut acheter des maisons, des œuvres d'art, on peut acheter à peu près tout. Et de grands noms comme des influenceurs, des marques se sont associés à ce projet. On peut citer Snoop Dogg, on peut citer Ubisoft ou encore Atari. Quel est l'intérêt business pour ces marques, pour ces influenceurs, de posséder des parcelles dans ce monde virtuel ? C'est de faire une sorte de showroom sur des plateformes où sont présents, comme je le disais, les cibles qui veulent toucher. C'est de pouvoir adresser les Gen Z, de pouvoir adresser leur future génération de consommateurs. Ça, c'est la première chose. C'est encore une fois proposer des expériences et de démontrer un peu leurs produits là où sont les utilisateurs qui veulent toucher. Et la deuxième, encore une fois, on ne va pas se mentir, c'est de se faire à relativement peu de frais une publicité et de surfer un peu sur la vague de la tendance. Proportionnellement, le fait de lancer ce type d'initiative digitale en 3D, c'est relativement peu cher par rapport au coût d'une grande campagne télé. Donc quand vous mettez les choses dans la balance, c'est un investissement qui peut être assez intéressant pour eux. Lors de notre dernière vidéo qui a expliqué ce qu'est le métaverse, nous avons pu voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes qui voyaient là une technologie pour asservir la population. Pourtant, le métaverse repose grandement sur la blockchain qui permet de décentraliser l'information. Voyez-vous là une opportunité de rebattre les cartes et de réduire la mainmise des GAFAM sur Internet ? Oui, clairement le métaverse, il doit être construit par les utilisateurs, pour les utilisateurs. Et la seule manière dont on y arrivera, c'est en l'envisageant de cette manière-là. Ce n'est pas une grande marque de tech qui pourra devenir propriétaire du métaverse. Si on appelle ça Web 3.0, c'est justement parce que ça intègre une dimension de décentralisation à amener, à combiner à une dimension de 3D et de spatialisation de l'information. Donc clairement, je pense que je comprends les craintes légitimes que ça peut susciter, mais le métaverse, pour moi, c'est un nouvel espace d'expression complètement libre qui sera contrôlé par personne. Très bien, merci pour vos réponses. Et pour conclure cette interview, conseillerez-vous à des jeunes ou des moins jeunes de lancer leur propre business dans le métaverse pour amener justement ces nouveaux services? Et avec le recul que vous avez, quels conseils leur donneriez-vous? Je pense encore une fois, avec la 3D, la seule limite, c'est notre imagination. Donc les possibilités, elles sont infinies en termes de création, en termes d'outils, de technologies pour profiter de ces nouveaux univers et de ces nouveaux mondes qui s'ouvrent. Donc oui, moi bien sûr, j'incite les entrepreneurs qui peuvent être intéressés à se lancer parce que c'est des sujets qui sont passionnants, parce que encore une fois, on est vraiment au tout début de on a à peine effleuré la surface de ce qu'on pourra faire et que si ça ne tourne pas en cauchemar dystopique à la Ready Player One, ça peut être quelque chose de pas mal. Et donc oui, j'incite
tout le monde à nous rejoindre et puis à lancer un business dans le métaverse, oui, c'est sûr. Merci beaucoup Thibaut pour cette réponse, merci pour cette interview. Je suis certain qu'elle va amener beaucoup d'éléments de compréhension à nos spectateurs. À bientôt. Merci beaucoup Étienne, à bientôt, c'était un plaisir.